déconnades, comme tu dis, là, ou des farces périlleuses par moment, mais je suis prêt à rembourser. Mes chers amis, installez-vous. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une idole, mais d'un survivant. Derrière les éternelles lunettes noires et la fumée d'un cigare Monte Cristo se cache un homme qui a fait de la nonchalance un rempart contre la douleur. Jacques Dutronc, le dandy de la chanson française, est aujourd'hui un retraité paisible dans sa forteresse de Monticello, en Haute-Corse. Mais si son cœur bat encore en ce mois de mai 2026, ce n'est pas par hasard, c'est grâce à un miracle nommé Sylvie Duval. Avant d'aborder sa légende, je dois vous révéler un secret. Jacques Dutronc est un miraculé. Sylvie, sa compagne depuis 30 ans, l'a littéralement arraché à la mort à 2 reprises. Une alerte respiratoire foudroyante et un accident domestique grave auraient dû clore le chapitre Dutronc. Sans le sang-froid de cette femme de l'ombre, le gentleman cambrioleur ne serait plus qu'un souvenir sur vinyle. Mais pourquoi ce besoin vital d'une gardienne? Pourquoi cette fuite perpétuelle devant le monde? Pour comprendre le Jacques de 83 ans, il faut remonter à une année que l'histoire a oubliée, 1959. À 16 ans, bien avant la gloire, Jacques est frappé par une maladie pulmonaire sévère. Le verdict est brutal. 1 an d'isolement total, enfermé entre 4 murs, les volets clos. C'est dans cette prison médicale que le vrai Dutronc est né. Tandis que ses amis vivent l'insouciance de la jeunesse, lui observe le monde à travers des persiennes. C'est là qu'il apprivoise la solitude, qu'il forge son ironie mordante et qu'il trouve dans sa guitare une alliée silencieuse. Cette année de réclusion a marqué son âme au fer rouge, dictant son besoin viscéral de ne jamais appartenir totalement à personne. Dans cette saga que nous allons explorer, vous verrez comment cette blessure originelle a façonné ces 2 amours contraires. D'un côté, Françoise Hardy, la muse mélancolique, l'amour papier, avec qui il a partagé une connexion mystique, mais souvent cruelle. De l'autre, Sylvie Duval, la femme du réel, celle qui soigne le corps quand l'esprit s'égare. Jacques Dutronc est un paradoxe, un homme qui a passé sa vie à fuir l'engagement, mais qui n'a survécu que grâce à la fidélité absolue de celle qu'il a aimée. Mais comment Sylvie a-t-elle trouvé sa place dans l'ombre du monument Hardy? Et quel prix Jacques a-t-il payé pour sa liberté? Restez avec moi. Ce qui suit dépasse la fiction. Nous plongeons maintenant dans le Paris des années 60, au moment où le destin place sur la route de ce jeune homme cynique une jeune femme à la beauté fragile, qui allait devenir le miroir de ses propres tourments. Son premier amour légendaire a débuté par une rencontre électrisante, mais pour comprendre cette étincelle, il faut accepter que Jacques ne cherchait pas une épouse, mais plutôt une alliée dans sa fuite incessante. Pour comprendre l'homme qui a fait chavirer le cœur de la France, il faut d'abord comprendre sa blessure. Nous sommes en 1959. Imaginez ce garçon de 16 ans, foudroyé par une primo-infection tuberculeuse. Alors que le monde extérieur s'éveille au rock'n'roll, Jacques est condamné à l'immobilité. 1 an de réclusion totale. 1 an à regarder la vie défiler derrière des persiennes closes. C'est ici, dans ce silence forcé, que naît le personnage Dutronc. Il n'apprend pas seulement à jouer de la guitare pour tuer l'ennui, il apprend l'art de l'absence, il comprend que pour ne pas souffrir du monde, il faut s'en détacher. Cette distance, ce flegme presque glacial qui deviendra sa signature, n'est pas une posture de star, c'est une armure de survivant. Quand il sort enfin de sa chambre, Jacques est devenu un étranger pour ses pairs. Il est là, mais son esprit est déjà ailleurs, dans une zone inaccessible que personne, pas même les femmes les plus aimées, ne pourra jamais totalement conquérir. Puis vient 1967, le choc des titans. Françoise Hardy est déjà la pucelle d'Orléans de la pop, une icône internationale à la beauté mélancolique. Jacques, lui, explose avec « et moi, et moi, et moi ». Leur rencontre est un séisme feutré. Elle tombe éperdument amoureuse de ce regard moqueur caché derrière des verres fumés. Lui, il l'aime sans doute, mais à sa manière, en fuyant. Commence alors ce que Françoise appellera plus tard son amour de papier. Une relation faite d'attentes interminables et de silence radio. Jacques est un courant d'air. Il peut disparaître des jours entiers sans laisser d'adresse, laissant Françoise seule avec ses doutes
et ses chansons tristes. Pour elle, chaque absence est une petite mort. Pour lui, c'est une bouffée d'oxygène, un retour nécessaire dans sa chambre au volet clos intérieur. Leur dynamique est cruelle. Plus elle cherche à le retenir, plus il s'évapore. Françoise avouera « J'ai passé ma vie à l'attendre ». Elle aimait l'homme qu'elle imaginait, tandis que lui refusait d'être l'homme qu'on enferme dans un foyer traditionnel. Jacques ne cherchait pas à être méchant, il cherchait simplement à ne pas étouffer. Mais cet équilibre précaire, cette tension entre la dévotion totale de l'une et le détachement chronique de l'autre, va voler en éclats. Car en 1974, Jacques va croiser le regard d'une autre femme, une actrice dont l'intensité dramatique va percer ses défenses les plus solides. Une rencontre qui va transformer son jeu de cache-cache en un véritable drame psychologique. Mais alors que Françoise espérait encore l'apprivoiser, Jacques va se retrouver pris au piège d'une passion dévorante sur un plateau de cinéma, une tempête nommée Romy Schneider, qui va tout remettre en question. Nous sommes en 1974. Le ciel de Paris est bas, mais sur les plateaux de tournage, l'atmosphère est devenue irrespirable, chargée d'une électricité que même les projecteurs ne parviennent pas à dissiper. Jacques Dutronc, l'homme qui semble glisser sur la vie sans jamais s'y accrocher, se retrouve projeté dans l'univers viscéral et torturé du réalisateur Andrzej Jouawski pour le film « L'important, c'est d'aimer ». C'est ici, dans ce clair-obscur cinématographique, que le destin va lui tendre un piège d'une intensité dévastatrice. En face de lui, une femme qui n'est plus seulement une actrice, mais une âme à vif, une plaie béante, la mythique Romy Schneider. Pour bien comprendre ce qui va se jouer, il faut imaginer le choc brutal de deux tempéraments opposés. D'un côté Jacques, le dandy au flegme de marbre, protégé par son ironie mordante et ses éternelles lunettes sombres. Pour lui, la vie est une répétition générale où il ne faut jamais trop s'impliquer. De l'autre côté, Romy, une étoile incandescente qui se consume à chaque prise, une femme qui ne connaît pas la demi-mesure et exige une vérité absolue. Entre eux, ce ne sera pas une simple amourette de tournage, mais une collision frontale, un séisme émotionnel qui menace de tout raser. Romy est immédiatement foudroyée par ce Jacques si différent des hommes de son passé. Elle est fascinée par son mystère insolent, ce regard qui semble toujours se moquer de la gravité. Elle tombe amoureuse de l'homme fragile qu'elle croit deviner derrière le masque. Mais pour Jacques, le terrain devient glissant. Lui qui a passé sa vie à fuir l'étouffement se retrouve pris dans un tourbillon passionnel qu'il ne maîtrise plus. Romy n'attend pas, elle réclame. Elle veut sa présence, son âme, ses nuits, elle veut qu'il quitte tout pour devenir son ancrage dans un monde qui la terrifie. Pendant ce temps, à Paris, Françoise Hardy attend. Elle ne pose pas de questions indiscrètes, elle ne téléphone pas sur le plateau pour hurler, elle sait. Elle ressent chaque battement de cette trahison à travers les silences de Jacques au téléphone, plus glaciaux que d'habitude. C'est ici que sa force se révèle. Elle ne sombre pas dans l'hystérie, mais choisit une solitude élégante qui nourrira ses plus grands textes. Elle dira plus tard qu'elle se sentait invisible, une ombre dans la vie de l'homme qu'elle vénérait. Mais c'est justement cette résilience qui va finir par devenir le rempart le plus solide de Jacques. Sur le plateau, la tension est à son comble. Jacques vacille. Pour la première fois, il est face à un amour qui brûle trop fort. Il avouera des décennies plus tard, avec une honnêteté brutale. « J'ai été lâche. » Car s'il est attiré par le feu de Romy, il est terrifié par l'idée de s'y consumer. Romy est une tragédie grecque. Françoise est son sanctuaire. Le seul lieu où il peut rester ce petit garçon qui avait besoin de ses volets clos pour survivre. Il réalise que l'intensité de Romy finirait par le détruire, alors que la patience de Françoise est la seule chose qui le maintient debout. À la fin du tournage, Jacques choisit de fuir pour rentrer chez lui. Il quitte l'orage Schneider pour retrouver le calme plat du foyer Hardy. Ce retour à la raison laisse Romy dévastée, et Jacques portera cette culpabilité comme une cicatrice invisible après la fin tragique de l'actrice. Après les flammes dévastatrices de Romy Schneider, on aurait pu imaginer un Jacques Dutronc à Saji, regagnant le port tranquille de la vie conjugale. Mais Jacques n'est pas un homme qu'on amarre. Si Françoise Hardy a gagné la bataille de la loyauté, elle va bientôt comprendre que posséder l'homme est une illusion.
Le 30 mars 1981, à la mairie de Monticello, en Haute-Corse, ils se disent enfin oui devant monsieur le maire. 14 ans après leur rencontre, le dandy et la muse régularisent leur situation. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Dans le monde des Dutronc, rien n'est jamais conventionnel. Ce mariage n'est pas une explosion de romantisme tardif. Françoise l'avouera elle-même avec sa franchise habituelle. C'était un acte de pragmatisme, une question de protection, de droit, d'héritage et de fiscalité. Jacques, lui, le dira avec son ironie légendaire, c'était pour faire plaisir à Françoise, et parce que la Corse est belle, en mars. Derrière la boutade se cache une réalité plus profonde. Ce mariage est le sceau d'un pacte de survie mutuelle. Ils se lient officiellement pour mieux s'autoriser à être libres. Pourtant, un ancrage bien réel existe. Thomas, né en 1973, le fils unique du clan Dutronc est le seul point fixe dans ce tourbillon. Thomas est le pont d'or entre deux planètes qui s'éloignent. Il est celui qui accepte le silence de son père et les angoisses de sa mère. Pour lui, Jacques essaiera d'être là, mais à sa manière, souvent entre deux tournages, entre deux verres de schtroumpf ou de cigares. Thomas grandit dans cette atmosphère unique où l'amour ne rime pas avec présence, mais avec une sorte de respect mystique pour l'indépendance de l'autre. C'est à cette époque que Jacques prend une décision radicale. Il quitte Paris, la ville lumière, ses nuits blanches et son agitation médiatique l'étouffent. Il se retire dans sa forteresse de Monticello. Ce village perché sur les hauteurs de l'île de Beauté devient son royaume. Ici, pas de photographes, pas de fans hystériques, juste le maquis, le vent et ces dizaines de chats qui occupent la maison. Jacques redevient ce petit garçon de 16 ans au volet clos. Il s'enferme dans une solitude choisie, ne sortant que pour quelques films ou pour recevoir ses amis proches autour d'une table bien garnie. Françoise, elle, reste à Paris. Elle aime la ville, ses disquaires, son agitation intellectuelle. La séparation géographique devient inévitable en 1988. Mais coup de théâtre dans l'histoire des célébrités, ils ne divorcent pas. Jamais. Ils inventent un concept révolutionnaire pour l'époque, le couple séparé mais indissoluble. Ils s'appellent chaque jour, se racontent leur vie, leurs doutes, leur santé fragile. Jacques est l'homme de ma vie, et je suis la femme de la sienne, même si nous ne pouvons plus vivre sous le même toit, dira Françoise. Mais dans ce vide laissé par l'absence physique de Françoise à Monticello, l'espace est libre. C'est en 1997, sur le tournage de Place Vendôme, que le destin va lui envoyer Sylvie Duval. Elle va devenir la gardienne du temple corse. Un équilibre étrange, presque surréaliste, s'installe. Un triangle amoureux d'un nouveau genre, où la gémellité spirituelle de Françoise cohabite avec la dévotion pratique de Sylvie. Mais qui est vraiment cette femme de l'ombre qui a réussi à dompter le lion de Corse là où toutes les autres ont échoué? Entrons maintenant dans l'ombre portée de la légende. Si Françoise Hardy était la mélodie de sa vie, Sylvie Duval en est devenue le battement de cœur. Pour le grand public, Sylvie est restée longtemps une inconnue, une silhouette discrète aperçue sur des photos volées dans le maquis corse. Mais pour Jacques, elle est bien plus qu'une compagne. Elle est son ultime rempart. Leur histoire commence en 1997 sur le plateau du film Place Vendôme. Jacques a 54 ans. Il est déjà cette icône un peu fatigué par les excès et la solitude de son piédestal. Sylvie est maquilleuse. Son métier ? Préparer les visages, masquer les signes du temps, mettre en lumière. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle ne va pas seulement maquiller Jacques, elle va réparer l'homme. Contrairement à toutes celles qui l'ont précédée, Sylvie n'est pas fascinée par l'idole. Elle voit Jacques tel qu'il est, un homme fragile, parfois perdu dans ses propres silences, un grand enfant qui a besoin qu'on lui rappelle que la vie réelle existe en dehors des chansons. Elle s'installe à Monticello, non pas comme une conquête de plus, mais comme une présence apaisante. Elle apprivoise ses chats, elle gère le quotidien, elle devient la gardienne de sa forteresse. Mais la véritable mesure de son amour va se révéler dans les moments les plus sombres. Comme je vous le disais au début, Jacques est un miraculé. Par 2 fois, le destin a voulu reprendre ce qu'il lui avait donné, et par 2 fois, c'est la main de Sylvie qui a repoussé la faucheuse.
Imaginez la scène à Monticello. Une crise respiratoire foudroyante, le souffle qui s'arrête, la panique qui pourrait tout paralyser. Mais Sylvie ne tremble pas. Elle a ce sang-froid que Jacques n'a jamais eu. Elle appelle les secours, prodigue les premiers soins, elle sauve littéralement sa vie. Une autre fois, c'est une chute domestique qui aurait pu être fatale. À chaque fois, elle est là, vigilante, indéfectible. Cette dévotion a créé une situation unique dans l'histoire des célébrités françaises. Françoise Hardy, la femme de l'esprit, et Sylvie Duval, la femme du corps. Loin de toute jalousie mesquine, Françoise va finir par bénir cette relation. Elle qui n'a plus la force physique de s'occuper de Jacques, elle qui vit son propre calvaire médical à Paris, va dire des mots d'une noblesse incroyable. Sylvie a sauvé la vie de Jacques, elle a fait ce que je ne pouvais plus faire. Françoise savait que sans Sylvie, Jacques ne serait déjà plus de ce monde. C'est un triangle amoureux d'une dignité absolue. On imagine Jacques à Monticello, recevant les appels quotidiens de Françoise sous le regard bienveillant de Sylvie. Une famille réinventée, née de la souffrance et de l'acceptation. Sylvie n'a jamais cherché à remplacer Françoise dans le cœur des fans, elle s'est contentée de maintenir en vie l'homme qu'ils aiment tous. Elle a accepté de vivre dans l'ombre d'un mariage légendaire qui ne s'est jamais dissous, prouvant que le véritable amour n'a parfois pas besoin de papiers officiels, mais de gestes héroïques dans le silence du quotidien. C'est grâce à Sylvie que Jacques a pu traverser les 3 dernières décennies. C'est elle qui a permis à ce prisonnier des volets clos de ne pas mourir de solitude. Mais alors que l'équilibre semblait enfin trouvé, l'année 2024 a sonné le glas d'une époque. Le fil ténu qui reliait encore Jacques à son passé parisien s'est rompu. Mais que devient un homme qui a passé sa vie à être aimé par 2 femmes d'exception lorsque l'une d'entre elles s'en va pour toujours? Comment Jacques Dutronc affronte-t-il le crépuscule de sa vie, entre le deuil d'une muse et la main de sa sauveuse? Nous y sommes. Mais pour comprendre le silence qui règne aujourd'hui à Monticello, il nous faut revenir sur une date gravée dans le cœur de la France, le 11 juin 2024. Ce soir-là, Françoise Hardy s'est éteinte, et avec elle, une part de l'âme de Jacques Dutronc s'est évaporée. L'annonce fut brutale. Imaginez cet homme de 81 ans, ce Langtu qui a toujours tout pris avec dérision, soudain confronté au vide absolu. Le téléphone ne sonnera plus chaque jour. Cette voix, la seule capable de traverser ces silences, s'est tue. Fidèle à sa légende, Jacques s'est muré dans une discrétion impériale. Pas de larmes publiques, pas de grands discours. Son deuil se vit dans le secret de son bureau, entre une volute de fumée et le regard de ses chats. Comment dire adieu à celle dont on n'a jamais divorcé? Aujourd'hui, Jacques Dutronc avance dans le crépuscule avec une dualité fascinante. D'un côté, le fantôme de Françoise, cet amour papier devenu éternel. De l'autre, la présence vitale de Sylvie Duval. Sylvie est plus que jamais son ultime rempart. Dans ce grand vide, elle est celle qui remplit les verres, surveille les médicaments et tient la main du vieux lion. Si Françoise était la muse de son esprit, Sylvie est la gardienne de son corps. Sans elle, Jacques aurait probablement rejoint ses souvenirs bien plus tôt. Thomas, leur fils, reste le témoin privilégié de ce pacte étrange. Sur scène, il incarne aujourd'hui le mélange parfait, le flegme de son père et la sensibilité de sa mère. Il est le pont d'or du clan Dutronc, celui qui a compris que l'amour n'est pas une structure rigide, mais un tissu de loyauté invisible. Alors, que reste-t-il de Jacques Dutronc en 2026 ? Il reste un homme qui a eu la chance, ou la malédiction, d'être aimé par 2 femmes d'exception. Derrière ses lunettes noires, on devine désormais une forme de paix. Il a tout vécu, les flammes de Romy, la gémellité de Françoise et le salut de Sylvie. Il ne sera jamais vieux, il restera ce prisonnier des volets clos qui a trouvé 2 gardiennes pour veiller sur sa solitude. Nous arrivons au bout de ce récit. Jacques Dutronc reste une énigme. Son histoire nous pose une question fondamentale. Qu'est-ce que l'amour véritable? Est-ce la passion qui brûle comme avec Romy? Est-ce l'union des âmes au-delà de la séparation comme avec Françoise? Ou est-ce la présence quotidienne, celle qui sauve la vie, comme avec Sylvie? Peut-être que pour Jacques, la réponse était les 3 à la fois. Et vous, qu'en pensez-vous? Laquelle de ces 3 femmes a été le véritable ancrage de sa vie? Est-on plus fidèle par un contrat de mariage ou par les gestes qui empêchent de mourir? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire.
Si cette plongée dans l'intimité du dandy vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines chroniques sur les légendes qui ont fait la France. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle histoire, au-delà des apparences.